Bonjour, merci d'être venu à cette présentation. Donc je pense que vous êtes habitués, pour certains, on en a à peu près pour 1h30 jusqu'à 2h, jusqu'à 14h. Je vais un petit peu faire le propos liminaire pour présenter en quelques mots Aziz Krishnan qui est à ma droite, et puis le livre surtout. Ensuite, je lui poserai des questions pendant une grosse demi-heure et enfin, vous pourrez échanger avec lui pendant les 3/4 d'heure qui resteront. Alors, c'est une présentation de livre, donc il est devant nous. Il s'appelle La promesse du printemps Tunisie 2011-2017, Aziz Krishnan, édition de la Sorbonne, collection Les 80. Alors l'histoire de ce livre, c'est un livre qui a été publié à Tunis en 2016, qui a été entièrement remanié, préfacé et postfacé pour cette édition française, donc aux éditions de la Sorbonne, qui est un éditeur public, donc j'ai la joie de l'avoir publié parce que c'est quelque chose à quoi je tenais. Je tiens ce livre pour très important, pour différentes raisons, et il ne fallait malheureusement pas espérer qu'il soit facilement diffusé en France, parce qu'on croirait que les relations entre le livre publié au Maghreb et le livre publié en France, c'est vraiment... bon, je veux bien entendre que c'est deux continents différents, mais c'est plus que ça, c'est vraiment deux... Il y a un abîme entre ce qui se publie au Maghreb et ce qui se publie ici. À la rigueur, les livres qui sont publiés en France, ils descendent un peu, ils sont vendus d'une manière exorbitante là-bas, mais rien ne remonte, ou presque. Donc c'est vraiment très fâcheux parce qu'il se passe des choses. Et là, on parle d'une édition d'un livre en français en plus. Bon. Alors, ça a été publié à Tunis, donc aux éditions Script, il y a 2 ans. Il a fallu négocier des contrats, c'était pire qu'un contrat d'armement international entre l'éditeur tunisien et nos éditions publiques, mais on a fini par y arriver. Et je signale d'ailleurs que le livre, par ailleurs, est actuellement en cours de traduction en arabe. Je crois que la traductrice est ici présente. Alors, donc, je suis très content aussi de cette... Enfin, on a voulu manifester, si vous voulez, l'entrée de ce livre, qui est un livre très politique, c'est un essai politique, c'est même un essai pugnace, sur un sujet très brûlant, dans l'édition universitaire. Alors, l'édition universitaire, surtout aux éditions de la Sorbonne, et surtout dans le domaine du livre d'histoire, on est habitué à des publications, je dirais presque solennelles, très académiques, très distancées. Et là, c'est un essai politique. Alors, on a créé une nouvelle collection qui s'appelle Aux 80, et c'est le premier livre donc de cette nouvelle collection dans lequel on compte publier des ouvrages, des essais politiques qui ont justement une portée à la fois intellectuelle et politique. Voilà, donc vous ne trouverez pas cette collection auparavant, mais j'espère qu'il y aura une suite. Alors, ce livre, principalement, il relate la séquence 2012-2014, c'est-à-dire la transition tunisienne. Je rappelle que la révolution a eu lieu en 2011 et qu'à partir de 2012-2014, on est entré dans une phase incertaine pendant laquelle Aziz Krishnan a été le conseiller politique du président élu Merzouki, qui était un président de transition, puisqu'il a été élu dans un cadre institutionnel qui était en devenir, puisqu'il a été élu parallèlement à une assemblée constituante. Et donc, Aziz Krishnan était son conseiller politique, et il relate, alors c'est beaucoup plus large que ça, mais ça aussi, parce que d'abord, il parle il parle de la révolution, il y a 17 chapitres, il parle de la structuration intellectuelle et politique du champ tunisien, et notamment des élites tunisiennes, avec ce qu'il appelle cette bipolarisation des élites tunisiennes entre le camp dit islamiste et le camp dit, je ne sais même pas comment il se dit d'ailleurs, mais disons progressiste, moderniste. Et finalement, il montre que cette polarisation idéologique qui tient le champ, et sur lequel il avait déjà écrit dans les années 80, dans un livre qui s'appelait à l'époque La Tunisie au présent, que cette mise en scène, cette scène théâtrale politique et intellectuelle tient le pays et tient une société qui
en réalité, ce champ ne représente pas la société. Et cette analyse, elle est validée par ce qui s'est passé depuis, puisqu'il y a eu 3 élections depuis 2014, et on voit qu'il y a un effondrement de ces partis, que ce soit le parti Ennahda, ou que ce soit le parti du président Béji Caïd Essebsi, leur électorat en 3 élections a été divisé par 3. Et au fond, par rapport aux 8 millions d'électeurs potentiels de la Tunisie, il reste, comme aurait dit Lyoté, 1 million d'électeurs utiles. Mais alors les autres, c'est qui? Que font-ils? Où sont-ils? Eh bien, justement, c'est ça la question sur laquelle nous reviendrons. Donc voilà, donc si vous voulez, ce livre, il raconte un épisode très précis avec un ton parfois très dur, hein, notamment pour le président Merzouki, parce que c'est quelqu'un qui était une personnalité très connue dans le domaine des droits de l'homme depuis longtemps, et qui, incontestablement, en tout cas c'est ce qui est dit dans le livre, mais je veux bien l'entendre et le comprendre, qui incontestablement a joué d'un opportunisme politique sans vergogne qui aurait pu faire basculer la transition dans quelque chose d'autre. Donc, j'en reste là à peu près sur ce que je voulais vous dire, si ce n'est que, bon, j'ai fait une préface pour présenter l'auteur, qui a eu la modestie de ne pas le faire, mais moi je l'ai fait, je ne vais pas vous le répéter, puisque j'espère vivement que vous aurez envie d'acheter ce livre. Et puis, en revanche, Aziz a fait une postface dans lequel il replace les événements tunisiens dans la situation internationale arabe. Parce qu'au fond, la question qui est posée dans ce livre, et c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est pas seulement à l'échelle tunisienne, c'est à l'échelle internationale arabe. C'est-à-dire comment on sort de la dialectique presque diabolique, si je voulais parler en termes religieux, entre des pouvoirs islamistes d'un côté et des pouvoirs autoritaires, militaro-autoritaires de l'autre. Comment on sort politiquement, démocratiquement de cette tenaille. Finalement, la Tunisie, jusqu'à preuve du contraire, on peut discuter du Liban, mais le Liban c'est autre chose, il y a le système communautaire, c'est compliqué, mais dans les pays sunnites en tout cas, c'est le seul pays qui expérimente cette troisième voie. Comme le disait d'ailleurs l'annonce qui a été faite pour cette conférence, hein, cette troisième voie, évidemment beaucoup moins caricaturable et beaucoup plus compliquée, parce que la démocratie c'est pas quelque chose de simple, qui navigue entre des écueils. Et d'ailleurs on va peut-être commencer par là, parce que au fond ce livre est foncièrement optimiste. Il est foncièrement optimiste au sens politique du terme, c'est-à-dire qu'il dit que il y a des choses qui sont inéluctables, notamment le dévoilement du mensonge de cette polarisation idéologique trompeuse. Il y a des choses aussi qui sont moins optimistes, notamment la réalité très dure des rapports économiques internationaux, et qui laisse peu de place, bien sûr, pour une économie comme l'économie tunisienne, qui est vraiment entre l'enclume et le marteau, extrêmement écrasée, hein, du point de vue économique et du point de vue des opportunités de croissance et de développement. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, commençons par évoquer, si tu veux bien, Aziz, je te laisse la parole. Donc, ma première question, ou en tout cas, je te laisse partir de la situation actuelle, et puis on reviendra petit à petit sur cette décennie tunisienne des années 2010. Alors, la situation actuelle, dont les médias nous disent effectivement que d'abord que c'est difficile, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a récemment eu des articles là, cette semaine dans la presse qui ont dit que voilà, le président Ennahda, le fils du président, une situation militaire, il y a eu quelques échos dans le Canard enchaîné, etc. Alors, comment, par rapport au livre, pour rester dans cette continuité, comment peux-tu nous dire aujourd'hui ce qui se passe, et surtout, est-ce qu'il faut garder l'optimisme fondamental que tu as présenté dans ce livre? Alors, c'est une question immense, mais si tu as la gentillesse de répondre rapidement, comme ça, je pourrais te poser la deuxième qui sera plus précise. Je vais essayer de répondre sur la situation actuelle. Quant à savoir si je suis optimiste, je préfère ne pas en parler.
La situation actuelle n'est pas compréhensible si on la rattache pas à ce qui s'est passé depuis 2011. Très vite. En 2011, il y a un début de révolution sociale. Le pays, dans toutes ses classes sociales productives et marginalisées, se lève, et le régime de dictature qui existait tombe. Sauf que cette révolution sociale, ce soulèvement populaire était spontané, sans encadrement politique, sans dirigeants nationaux, sans programme. Et il est arrivé ce qui arrive toujours dans ces cas-là. L'ancienne structure politique tombe, s'effondre sous la poussée des masses, mais pour la remplacer, il n'y a que de l'ancien. Il n'y a que les anciennes forces politiques. Alors, ces anciennes forces politiques, c'est une partie de celles qui étaient déjà au pouvoir, et puis les forces politiques d'opposition. Et en Tunisie, la classe politique dans son ensemble, c'est deux grandes ailes, une aile islamiste et une aile moderniste. Je dis ça très vite. Cette division, c'est pas une division récente. C'est une division, et c'est pas une division tunisienne. C'est une division que l'on va trouver à l'échelle du monde arabe tout entier. Et c'est une division qui a pratiquement 2 siècles d'âge. C'est pas nouveau. Évidemment, il y a 2 siècles, il n'y avait pas de parti Nahda et il n'y avait pas de parti Nida Tounes. Mais depuis 2 siècles, en Tunisie et dans plein d'autres pays arabes, ces 2 courants-là ont eu des dénominations différentes avec le temps. Et en Tunisie aujourd'hui, ces 2 courants sont représentés donc par 2 partis. Un Nahda pour les islamistes, Nida Tounes pour les modernistes. Je mets des guillemets à islamistes et à modernistes. Ce que je veux vous dire, c'est que ces 2 courants-là, d'une certaine manière, leur histoire est liée à l'histoire de la colonisation. C'est-à-dire que il y a à peu près 2 siècles, quand la pression impérialiste européenne a commencé à s'exercer sur les pays arabes et musulmans, il y a eu dans ces pays, pour se défendre contre cette pression qui ensuite va donner le colonialisme, pour se défendre contre cette pression donc européenne, étrangère, il y a eu 2 grandes réactions. Une réaction de repli sur soi, et ce qui donnera ensuite donc le courant islamiste, parce que le repli sur soi, sur sa propre histoire, sur sa propre culture, dans les pays arabes, c'est le repli sur l'islam. Et puis la deuxième réaction, qui était une réaction d'adaptation, c'est les Occidentaux, les Européens sont plus avancés, donc on va les copier. Et on va essayer de imiter leur modernité. Et donc on va les singer. Et ces 2 réponses-là, ces 2 réponses étaient complètement inadéquates, complètement unilatérales. Et donc on les a vus traverser l'histoire de la Tunisie et des pays arabes depuis 2 siècles. Bon, je retourne au soulèvement. Le soulèvement est spontané, et à partir du moment où l'ancien dictateur est exfiltré, Ben Ali, petit à petit,
ces deux forces-là redeviennent des forces centrales dans le jeu politique tunisien. Il y a eu une première période entre fin 2011, après des élections d'une constituante en octobre 2011. Il y a eu un moment où le parti islamiste était dominant avec des alliés. Il avait remporté les élections, non pas à la majorité, mais en étant le premier parti arrivé. Et il avait dirigé le pays pendant 3 ans, dans le cadre d'une coalition de 3 partis. À Tunis, on appelait ça la Troïka. Donc, pendant 60 ans, avant l'élimination de Ben Ali, on a eu une dictature moderniste, et ensuite, pendant 3 ans, on a eu un gouvernement dirigé par le parti islamiste qui, évidemment, a essayé de profiter de cette situation dominante pour s'élargir et occuper de manière pratiquement définitive le pouvoir politique. Ce qui, évidemment, par contre-coup, a soulevé une résistance au niveau de la population. Et cette tentation hégémonique des islamistes n'a pas pu se concrétiser. Là, on a des élections générales en 2014, et les deux partis, islamistes et modernistes, sont ensemble dans une coalition. Je vais très vite arriver à la situation d'aujourd'hui parce que c'est le plus important, même si le livre n'en parle pas du tout. Le livre s'arrête avant la dernière crise. Mais le livre permet de comprendre ce qui se passe. Donc, en 2014, il y a des élections générales, présidentielles et législatives. Et on met en place en Tunisie quelque chose de complètement nouveau. Les deux partis qui avaient passé leur vie à se taper dessus sont ensemble à l'intérieur d'une même coalition. Et c'était tellement bizarre que même pour donner un nom à cette coalition, ils n'ont pas encore trouvé. Alors même qu'ils avaient fait une campagne politique furieusement hostile. Évidemment, les uns aux autres. Alors c'est une alliance, c'est un compromis, c'est un syndicat. En arabe, il y a une quantité infinie de mots, et ce qui signifie bien que la réalité de l'alliance n'était pas assumée. Bon, mais il y a eu cette alliance. Et ça a permis au pays de connaître un moment de tranquillité. C'était plus la guerre idéologique qu'on avait connue entre une guerre féroce au niveau des médias entre les deux courants. Donc, il y a alliance. Mais cette alliance-là, elle est hiérarchisée quand elle se met en place. Les islamistes sont en haut et les islamistes à une position subordonnée. Là, je commence à fatiguer alors. Donc, oui, les modernistes arrivent. Alors, il y a eu des élections et le parti Nidatoun, donc de Beji Qaïd Sebsi, le chef de l'État, remporte, il arrive premier, il remporte 89 sièges de députés. Et Nahda, les islamistes, arrivent en seconde position avec 69. Donc il y a un écart de 20 sièges. Ils forment une coalition avec d'autres petits groupes, mais le cœur de l'alliance, c'est les frères ennemis réconciliés. Donc il y a une hiérarchie. Les modernistes
dirige la coalition. Et cette structure-là, d'une certaine manière, est acceptée par le pays, et elle est acceptée à l'étranger, dans le monde arabe, et même ici, en Europe, ou aux États-Unis. Les gens se disaient, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur, que en intégrant les islamistes dans le jeu politique, ça permettait de pacifier les choses, mais en même temps, il fallait pas trop s'inquiéter, puisque c'était pas eux qui dirigeaient la barque, c'était les modernistes auxquels on est habitué, notamment ici chez vous, depuis très longtemps, parce qu'ils rendent beaucoup de services. Donc, il y avait cette structure-là. Et puis, petit à petit, les choses ont basculé. Les choses ont basculé dans la mesure où, quand je vous dis moderniste, entre guillemets, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, c'est entre, pas deux guillemets, mais peut-être quelques centaines de guillemets. Le président moderniste qu'on a eu, qui était le patron du parti moderniste, Nida Tounes, dès son élection, il a essayé d'imposer son propre fils, aîné, la symbolique est sympa, à la tête de son parti. Donc il était moderniste, mais il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait eu une révolution dans le pays, une révolution sociale et politique. Et que transmettre de cette façon-là le pouvoir à sa propre progéniture, c'était plus tellement quelque chose que le pays pouvait accepter. Mais il était tellement moderniste qu'il n'a pas vu ça et il a voulu absolument que son gamin dirige le parti. Les raisons politiques de ce choix sont évidentes. Il n'avait pas confiance dans les autres dirigeants de son parti. Lui-même, élu au suffrage universel, ne disposait pas du fait d'une constitution, d'une nouvelle constitution en Tunisie qui est fondamentalement parlementaire. Donc lui, malgré le fait qu'il ait été élu au suffrage universel, n'avait pas tellement de prérogatives, donc pas tellement de pouvoir. Le pouvoir, c'était le Parlement et le gouvernement, le président du Conseil, qui lui avait l'essentiel des prérogatives du pouvoir exécutif. Donc, pour avoir le pouvoir, pour tenir le pouvoir, il fallait au chef de l'État qu'il tienne le parti, qui lui assurait la majorité au Parlement et donc la domination du gouvernement. Sans parler du fait que, vu l'âge du président qui a plus de 90 ans, le fait qu'il soit le chef du parti n'est pas quelque chose de théorique, c'est-à-dire qu'il probablement, en cas de décès ou d'invalidité, c'est lui qui arriverait aux affaires. J'imagine que ça fait partie de l'équation. Peut-être, familiale, peut-être. Bon. Non, c'est pas par hasard qu'il a mis son fils. Hein. C'était pas pour s'en débarrasser ensuite. Non, non. Il y avait... vous savez que en Égypte, sous Moubarak, Moubarak préparait son fils à la succession. En Syrie, Bachar Hafez al-Assad a préparé la succession de Bachar al-Assad. Kadhafi préparait Saïf al-Islam. Ben Ali avait un gamin très jeune, et donc lui préparait sa femme. Leïla Ben Ali, et c'est sérieux. Sa femme voulait être ensuite la première femme présidente démocratiquement élue dans le monde arabe, dans le cadre d'une dictature policière. Le Belgi, c'est ça sa culture. C'est pour ça que je vous dis moderniste, mon œil. Sa culture, c'est ça. Donc il voulait transmettre. Et d'un autre côté, nos modernistes, quand ils arrivent au pouvoir, ils se remplissent très vite les poches. Et ça pose un problème parce que quand on se remplit les poches tout de suite après être arrivé au pouvoir, ensuite il est très difficile d'en partir. Parce que si on en part, on risque de vous demander des comptes. Et donc, une fois qu'on est là et qu'on se remplit les poches, il faut qu'on reste.
Et il avait 92 ans, il fallait que les choses se poursuivent dans un cadre familial. Donc, je finis avec cette parenthèse qui est peut-être amusante, mais qui est surtout tragique. Cette histoire-là a beaucoup contribué à effriter les rangs du Parti moderniste. En plus, comme il avait été reconstitué sous la période où les islamistes dominaient, donc ça a été fait très vite de briques et de broc, ce qui veut dire que tout ce que le pays pouvait contenir d'arrivistes, d'opportunistes, quasiment même de mercenaires, tous ces gens-là se sont jetés dans ce parti, et ensuite, arrivés au pouvoir, chacun voulait un bout pour soi. Bref, le parti s'est effondré. Quand il s'est effondré, évidemment, le rapport de force entre les islamistes et les modernistes, qui était en faveur des modernistes, ce rapport de force s'est renversé. Et les dernières élections qu'on a eues cette année, en avril 2018, les élections municipales, alors, qu'est-ce qu'elles montrent, ces élections municipales? Elles montrent un effondrement global de l'offre politique, c'est-à-dire de la représentation politique existante. On est descendu pour ces élections municipales, on est descendu à 1 800 000 votants. Donc, sur un stock électoral global d'à peu près 8,5 millions d'électeurs, vous voyez, et on est en pleine période révolutionnaire. On construit la démocratie, l'état de droit, hein, la souveraineté du peuple, etc. Et donc, on est à 1,8 million. 1,8 million. Le parti islamiste, par rapport aux élections de 2014, en 4 ans, a perdu la moitié de son électorat. Mais le parti moderniste, par rapport à la même échéance de 2014, lui en a perdu les 3/4. Et donc, l'équilibre s'est brisé. Et quand l'équilibre s'est brisé, les islamistes qui faisaient profil bas ont commencé à, évidemment, réclamer davantage de pouvoir. Ici, je me permets une petite digression pour mettre ça dans le cadre. Ce qui se passe en Tunisie, sous des formes différentes, se passe dans plein de pays arabes. Et dans ce monde arabe, au niveau de ce qui constitue sa partie la plus réactionnaire, c'est-à-dire les pétromonarchies du Golfe, il y a depuis quelques années une guerre. Je ne parle pas de la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je parle de la guerre à l'intérieur même de cette espèce de syndicat de la réaction arabe, syndicat pétrolier, la guerre entre l'Arabie Saoudite et les Émirats d'un côté, et le Qatar et la Turquie, qui se mêlent au jeu arabe sans être arabe elle-même, de l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Qatar et la Turquie soutiennent les mouvements islamistes, pas simplement les mouvements frères musulmans. Nahda en Tunisie, c'est la mouvance frères musulmans. Mais ils soutiennent tous les islamistes, y compris les méchants. Parce qu'il y a des méchants islamistes et des gentils. Donc, le Qatar et la Turquie sont avec les islamistes, tandis que l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui ont financé, soutenu, armé
les islamistes pendant des dizaines d'années, maintenant, ne sont plus pro-islamistes. Donc ils sont pour les adversaires des islamistes. Et ils interviennent, les deux camps interviennent politiquement, diplomatiquement, et puis surtout ils interviennent avec du fric, parce que c'est pas le fric qui manque chez eux. Et donc, on se retrouve, quand je vous dis il y a une situation de crise, pourquoi? Parce que quand il y avait cette espèce de coalition acceptée au-dedans et au-dehors, etc., au niveau du pouvoir politique en Tunisie, il y avait un minimum d'unité. Et donc, les interférences extérieures, elles existaient, mais elles ne pouvaient pas aller très loin, parce que à l'intérieur, ça faisait relativement bloc. Maintenant que c'est divisé, et que c'est de nouveau non plus l'alliance, mais la guerre, évidemment, les interférences extérieures à ce moment-là, profitant des divisions, peuvent être beaucoup plus agissantes. Et c'est ce qui se passe. Et donc, on est dans un contexte très bizarre où le pays dans sa masse, et je vous dis ça objectivement, c'est pas simplement un sentiment subjectif. Le pays dans sa masse ne peut pas accepter une domination, une hégémonie des islamistes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même les chiffres le montrent. Les chiffres des dernières élections municipales, ils sont représentatifs, les islamistes en Tunisie, d'à peu près 10 à 15% de la population. Basta, pas plus. Pas plus. La majorité n'en veut pas. La majorité n'en veut pas comme force dominante. La majorité a compris maintenant qu'il fallait quand même qu'ils existent. Parce qu'ils existent. Et donc l'accepter. Mais qu'il soit hégémonique, le pays ne l'accepte pas. Mais l'étranger non plus ne l'accepte pas. L'Arabie Saoudite et les Émirats, dont je viens de parler, d'une certaine manière l'Europe, en France avec beaucoup d'hypocrisie, mais de toute façon, vous avez l'héritage de la laïcité, donc il y a toujours un problème dès qu'il s'agit de religion, et en particulier d'islam. Et puis les États-Unis de Trump, qui sont avec l'Arabie Saoudite et avec les Émirats. Donc là, on est dans un contexte où les islamistes de Nahda veulent pousser leur avantage et où les modernistes sont en crise. Et dans ce contexte-là, on a vu apparaître un petit aventurier, moderniste lui aussi, le chef du gouvernement, qui a essayé de profiter de ce contexte-là pour servir sa propre carrière. Qui s'appelle Youssef Chahed et qui dirige le gouvernement depuis combien de temps maintenant? Depuis un peu plus d'1 an. Alors, là, vous avez, vous, en tant que Français, une très lourde responsabilité, parce que vous avez élu, il y a combien de temps? 1 an, Macron, et que le Chahed s'est dit, moi, je peux refaire en Tunisie ce que Macron a fait en France. Il a bouffé tout le monde. Et il s'est emparé des rênes de commande. Donc, le Chahed s'est dit, Qaïd Sebsi est en train de s'affaiblir, son parti aussi, je vais rafler la mise. Et il a commencé, en employant le pouvoir qui est le sien, il a commencé à faire des pressions sur des membres, sur des députés ou des dirigeants du parti Nida Tounes. Quand je vous dis faire pression, c'est on a des dossiers, ça peut entraîner des condamnations très lourdes, donc ou tu nous rejoins ou on te démolit.
Ça a été fait avec plein de députés et de dirigeants de Métatons. Et puis, il y a l'intéressement. Tu viens avec nous, tu peux te retrouver ministre, etc. Donc, c'est avec ce genre de méthode-là que Youssef Chahed a pensé. Il n'a pas compris que celui qui avait installé Macron chez vous, c'était la finance mondiale. Il n'a pas compris, il a pensé qu'il suffisait d'utiliser quelques petites ficelles policières pour que ça marche. Et donc, le résultat des courses, c'est que maintenant, nous avons un parti moderniste qui est complètement, on va dire, la force moderniste qui est quasiment en chute libre. Et puis, un Nada qui est l'acteur politique central, et le Chahed qui pense servir un destin national pour sa personne, mais qui en réalité ne sert que nada. Parce que Youssef Chahed au Parlement n'existe que dans la mesure où il est soutenu par les députés de nada. Si tu permets, ça pose une question que, comme tu l'as dit au début de la Révolution, le problème c'est qu'il y a une révolution. Alors d'abord ça c'est quelque chose qui est contesté en France, ou bon, dans beaucoup de pays du monde arabe, tu confirmes qu'il y a une révolution sociale, que cette révolution est politique, mais le problème c'est que cette révolution elle a été spontanée, elle a été provoquée par un certain nombre de facteurs économiques et sociaux, et qu'elle n'a pas été portée par une force révolutionnaire. Elle a été à la rigueur soutenue par le syndicat UGTT dans ses modalités, mais elle n'a pas été structurée. Et du coup, comme tu l'as dit, ça débouche sur la sortie du placard des forces politiques très anciennes. Tu viens de le décrire. Alors, à partir de là, deux questions. Bon, une question finalement, le fait que la révolution a eu lieu, c'est intéressant, maintenant c'est de l'histoire, mais pour l'aujourd'hui, est-ce que depuis 8 ans ou depuis 9 ans que fonctionne d'abord une constituante, puis, enfin ça fait pas encore 8 ans, ça fait 7 ans, mais peu importe, depuis les temps démocratiques actuels, entre guillemets, est-ce que émerge une classe politique? Alors, vous avez eu deux jeunes premiers ministres, il y a eu Mehdi Jomar, puis maintenant il y a eu Youssef Chahed. Est-ce que derrière eux, même si tu as montré les limites du système, est-ce que derrière eux, quand même, émergent depuis 7 ou 8 ans des forces nouvelles? Et notamment, qu'en est-il de ces autonomes, je ne sais plus comment on les a appelés, aux élections municipales, qui ont remporté quand même 500 000 voix, je crois, et qui donc sont peut-être aussi... enfin, offre peut-être une alternative à ces deux forces qui se partagent les rôles et la scène publique. Je peux répondre aux deux questions en même temps, parce que les deux questions sont liées. En Tunisie, il y a eu, quand je dis il y a eu une révolution, c'est pas une émeute, c'est pas un coup d'État, et c'est pas un complot de l'étranger. Je dis ça, c'est pas un complot de l'étranger, parce que dans d'autres pays arabes, les soulèvements populaires ont été le point de départ d'interventions étrangères, y compris militaires, y compris de l'OTAN, y compris de la France. Donc, quand les gens dans ces pays disent c'est un complot, il y a de quoi. En Tunisie, c'est là où ça a commencé. Et donc, c'était derrière, il y avait pas de grands satans, il n'y avait pas de grands manipulateurs. C'est un mouvement spontané. Quand je dis c'est une révolution dans le sens où une révolution, c'est pas quelque chose qui se produit à un instant T. Une révolution, c'est un processus. Et ça prend des années, quelquefois des dizaines d'années. Si vous regardez votre propre histoire, entre le moment où ça se déclenche, en 1789, et le moment où vous arrivez à mettre en place des institutions démocratiques républicaines stables, c'est après la Commune, c'est-à-dire un siècle. Bon, j'espère qu'en Tunisie,
La révolution ne va pas durer un siècle comme chez vous. Mais c'est quelque chose qui a commencé et qui est irréversible. Même s'il y a des retours en arrière, c'est irréversible. Il y a eu une rupture s'est produite, une rupture profonde. Et bon, sauf que en général, quand ce genre de rupture se réalise, en général, il n'y a pas les personnels. Je dis élite, mais c'est pas parce que j'ai beaucoup de considération pour les gens qui font partie de l'élite. Hein, c'est un mot que j'utilise. Quand ça commence, il y a très peu souvent des forces politiques, intellectuelles, etc., capables de porter ce mouvement spontané jusqu'au bout. Parce qu'en général, ça vient après des dizaines d'années de dictature, et je vous garantis que le rôle des dictatures, c'est pas de produire des élites politiques et intellectuelles capables de conduire des mouvements révolutionnaires. C'est pas tout à fait le rôle des dictatures. Au contraire. C'est justement de les ratatiner. Voilà. Bien. Donc, quand ça se produit, il n'y a pas de force politique pour les diriger. Et il faut un moment pour que ces forces-là se constituent. Ça ne se constitue pas à partir de rien. Il y a toujours d'anciennes élites qui sont capables de transmettre quelque chose, mais donc il y a toujours un mélange d'anciens et de nouveaux. Mais il faut qu'il y ait du nouveau. Et de ce point de vue-là, quand je dis nouveau, je ne parle pas d'âge. Parce que le Youssouf Chedd, il est nouveau. Mais c'est la vieille classe politique. Et j'ai l'impression que celui-là, en matière de vieillerie, il est richement doté. C'est une véritable... c'est une espèce de copie plus jeune de Ben Ali, avec sa manipulation de dossiers de justice, etc. C'est quelque chose d'épouvantable. Aujourd'hui, avec ce chef de gouvernement, les quelques libertés que nous avons arrachées sont réellement en danger. Et comme il n'a pas de soutien en dehors de Nahda, il est prêt à vendre le pays. Et à vendre le pays, notamment aux Occidentaux et notamment à l'Europe. Donc les traités commerciaux inégaux, ils marchent à fond. À la limite, ils devancent parce que vous savez qu'on est dans une espèce de relation de libre-échange avec l'Europe. Alors, attends, ça, on va en parler dans la dernière question que je poserai juste après. Je reste sur la force montante, si peut-être elle existe. Ouais. Donc, les forces nouvelles. Ces forces nouvelles, je vous ai dit qu'il fallait un peu de temps pour que ça se constitue. Et c'est quasiment un processus biologique. Hein. Je ne fais pas dans le déterminisme à outrance, mais ces forces-là, nouvelles, existent et elles sont condamnées, à la limite, à se manifester. Alors, en Tunisie, évidemment, ça sort du bas. C'est pas à la tête des gouvernements qu'on va les trouver, ces forces nouvelles, dans le contexte actuel. Ça sort du bas, et la première expression publique de masse de l'émergence de ces forces politiques nouvelles, de ces élites nouvelles, c'est les élections de mars 2018. Je vous ai dit qu'il y a eu un très fort taux d'abstention, mais en même temps, de très mauvais résultats de Nahda et surtout de Nida Tounes. On a un proverbe chez nous pour expliquer la victoire de Nahda avec un score aussi dérisoire par rapport à Nida Tounes. On dit Amcha Fidar Lamien. Amcha, c'est pratiquement la même chose que chez vous, Borne, au pays des aveugles. Hein? Voilà. Nahda a gardé un œil et Nida Tounes a perdu les deux. Nahda a fait à peu près 500 000 voix. Nida Tounes en a fait un peu moins de 400 000.
Mais la première force, c'est près de 600 000, la première force quantitativement. C'est ce qu'on appelle à Tunis des listes indépendantes, des listes municipales indépendantes. Anti-Nahda et anti-Nida Tounes en même temps. Et dans plein d'endroits, y compris au niveau des villes importantes, ces listes indépendantes sont arrivées en tête. Je ne veux pas faire du babacoulisme. Dans ces listes indépendantes, il y a de tout. Il y a même quelquefois de véritables racailles, ou alors des notables liés à l'Ancien Régime, etc. Mais dans la masse de ces listes, y compris en termes d'âge, vous avez à peu près 70% de jeunes de moins de 40-45 ans. Donc entre 30 et 45 ans, on a une espèce de renouvellement par le bas de notre système politique. Parce que les municipalités, c'est quand même des organes, des lieux de pouvoir. Donc, ça commence. S'il y a des élections générales l'an prochain, je suis persuadé que ce mouvement-là, d'ailleurs maintenant c'est plus simplement des listes indépendantes, ces gens sont en train de mettre en place des coordinations. Donc, il y a un renouvellement par le bas de la classe politique. Il y a plein de choses qui se font dans ce sens. Je ne suis pas là pour en parler, mais ça commence. Sauf que il est beaucoup plus facile de démolir une dictature que de construire une démocratie. Il faut du temps. On peut démolir les symboles de la dictature au bout de 4 semaines de manifestations pour créer des institutions et une culture démocratique. Il faut beaucoup plus de temps que 4 semaines. Alors, une dernière question avant de vous laisser la parole pour des questions-réponses. Je reviens sur le titre de ton dernier chapitre, le 17e, qui s'appelle « Ces chaînes qui restent à briser ». Alors, on a vu déjà un certain nombre de ces chaînes, mais je voudrais que tu nous dises un mot sur quelque chose qui t'est cher, parce que tu as fait beaucoup d'économie politique. Depuis longtemps, tu t'es intéressé à ces questions et notamment justement à quelque chose qu'on perçoit très mal en France, c'est-à-dire la difficulté extrême des économies du Sud et donc des économies méditerranéennes à construire un appareil économique, je dirais même pas viable, mais en tout cas un appareil économique qui permette de créer des emplois et de l'activité dans les circonstances marchandes, réglementaires et économiques internationales. Je pense à quelque chose qui nous a échappé, mais c'est au moment où l'OMC a été créé. Vous savez que la Chine est rentrée dans l'OMC en 2004. La France avait demandé la création de l'OMC, puis elle a été soutenue. Tout le monde a été joyeux de la création de l'OMC. 2004, l'entrée de la Chine. Or, la France et l'Union européenne ont négocié avec les États du Maghreb, notamment le Maroc et la Tunisie, des accords de libre-échange. Et quand la Chine est rentrée dans l'OMC, ça veut dire que les produits chinois rentrent au Maroc et en Tunisie librement et qu'ils ont contribué à détruire et à dévaster l'industrie locale. Le Maroc a perdu la moitié de ses emplois industriels en quelques années et la Tunisie a été extrêmement fragilisée. Et comment construire quelque chose, comment construire une industrie ou une économie viable dans ce système? Alors, à la limite, la réponse est rapide, c'est pas possible. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, comment vois-tu cette question sur laquelle d'ailleurs tu reviens et tu discours dans ton ouvrage, parce que c'est au fond la question que posent les questions économiques, c'est la question de la viabilité de la question de la transition politique. Il ne peut pas y avoir de transition politique dans un système économique où le chômage de masse frappe la population. C'est pour ça aussi que les gens ne votent pas, si j'ai bien compris. C'est aussi simple que la première question. Non, c'est très simple. C'est très simple, sauf que
on va pas être forcément d'accord sur la façon de poser le problème. J'ai fait quelques petites piques tout à l'heure, mais moi, je fais pas partie des adeptes de la théorie du complot. Je ne crois pas que si ça marche pas chez nous, c'est parce qu'il y a un environnement international, des contraintes économiques mondiales qui font qu'on est condamné. C'est pas du tout ma façon de voir. Le système mondial, imaginez une espèce d'échelle. Et en fait, c'est comme dans une classe. À la fin, quand l'instit remet les copies, il y a un classement. Il y a le premier de la classe et il y a le dernier. Dans l'économie mondiale, les premiers sont les pays capables de fabriquer les produits les plus élaborés et ceux qui contiennent le plus de valeur ajoutée, et par conséquent ceux dont on peut tirer un maximum de profit. Ça, c'est ceux qui sont en haut. Je vous donne une petite information que vous ignorez peut-être. En France, vous n'êtes plus tout à fait en haut. On avait remarqué. Voilà. Si je dis ça en passant, ça me soulage un peu. En tant qu'ancien colonisé, je rate jamais une occasion de ce type. Bien. Et en bas, vous allez trouver des pays qui sont cantonnés dans des activités primaires. Alors, les activités primaires, là je parle de la Tunisie, on va exporter, puisqu'on est dans une relation d'échange, de commerce, on va exporter des produits agricoles bruts, je vous donne deux exemples. On fait du vin en Tunisie. Et le vin tunisien est vendu en France ou en Italie, mais vous n'allez jamais le trouver comme vin tunisien. Il sert de matière première pour vos propres vins. Même chose pour l'huile d'olive. Alors, pour l'huile d'olive, c'est les Italiens et les Espagnols qui achètent ça en vrac, et en gros, je veux dire, et qui ensuite utilisent ça comme base pour leur propre production nationale. Oui, il y en a un petit peu depuis quelque temps, oui, un petit peu, oui. Mais pour l'essentiel de nos exportations, c'est pas ce petit peu. L'essentiel, ça sert de base pour l'huile italienne ou espagnole. Bon, on a aussi les matières premières du sous-sol. Hein. On a du phosphate qu'on transforme très peu et qu'on vend surtout comme matière première. Et puis, on a des activités industrielles de bas de gamme. Comme je parle de l'échange, c'est-à-dire là où il y a un lien entre vous et nous, en fait, on fait de la sous-traitance. Et comme on est dans des activités bas de gamme, la sous-traitance, très souvent, ça devient de l'assemblage, parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher, c'est tout. Et puis, on est dans les services de bas de gamme également. On a un tourisme balnéaire de bas de gamme. En général, dans nos étoiles, 4 étoiles, dans nos hôtels 4 étoiles, comme clientèle, on a des gens... Je dis ça sans préjugé aucun, c'est la réalité. On a beaucoup de chômeurs français, ou anglais ou allemands, parmi les clients de nos hôtels. Donc c'est un tourisme de bas de gamme, saisonnier. Et puis on a des centres d'appel. Donc quand vous voulez savoir qui peut venir pour réparer tel truc, on peut vous répondre de Tunis ou de Bizerte. C'est des activités de bas de gamme, hein, de dernier de la classe. Qui est responsable de ça?
celui qui est en haut. Celui qui est en haut, évidemment, il veut rester en haut. Et il va s'efforcer de faire en sorte que ceux qui sont en bas restent en bas. Mais ça, c'était valable quand ceux d'en haut, c'est-à-dire la France ou la Grande-Bretagne, occupaient militairement les pays situés en bas. C'est plus le cas. C'est plus le cas en Tunisie, ce sont des Tunisiens qui sont au gouvernement. Et ce sont ces Tunisiens-là qui sont responsables des politiques suivies. Dans des pays différents, en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est, cette structure inégale du commerce mondial n'a pas empêché des pays qui, il y a 50 ans, étaient en retard par rapport à nous, d'avoir aujourd'hui un niveau de vie, en Corée par exemple, supérieur au vôtre. Supérieur au vôtre. Ils ont un SMIC et un revenu moyen supérieur au SMIC et au revenu moyen français. Donc, c'est pas les contraintes extérieures qui empêchent un pays de se développer. C'est la qualité, je vais dire, le sens national, le patriotisme de ces élites dirigeantes. Quand on a des vendus, eh bien, le pays devient quelque chose qui est vendu. Et quand on a des patriotes, on s'arrange. On s'arrange, évidemment, sans ignorer les contraintes extérieures, mais de faire avec. Et donc, d'introduire dans son pays des réformes sur le plan économique et social qui font que les choses se développent. En Tunisie, on a à la tête du système économique une espèce d'oligarchie rentière et mafieuse. Les oligarchies rentières et mafieuses, dans aucun pays, même ici chez vous, ne permettent de développer l'économie. Donc il faut les démanteler. En Tunisie, on n'a pas de marché qui fonctionne dans le respect du droit. Eh bien, tant qu'on n'aura pas ça, et ça, c'est pas la faute de l'étranger. Ça, c'est notre système interne. Donc, moi, je suis pas de ceux qui, en Tunisie, dénoncent l'étranger, machin, etc., même s'il y a souvent des raisons de pas être content. Mon problème essentiel, pas simplement politiquement, mais même intellectuellement et moralement, mon problème essentiel, c'est les gens qui aujourd'hui dirigent mon pays. Et c'est uniquement quand il y aura des forces politiques nouvelles, je retombe sur mes pieds, capables d'introduire chez moi les réformes indispensables pour que l'économie se développe, eh bien, à ce moment-là, les relations inégales d'aujourd'hui se transformeront petit à petit en relations plus égalitaires. Le premier responsable, il est interne, il n'est pas externe. Même si quelquefois, à l'extérieur, vous n'êtes pas très sympa. Bon, mais ça, c'est autre chose. Voilà, alors on va en rester là. Juste une petite information pour confirmer ce que tu dis, ou en tout cas pour ajouter un élément. C'est que je suis souvent surpris de voir que dans les classements internationaux de milliardaires par pays, il y a plus de milliardaires en Tunisie qu'au Maroc, en Algérie réunis. Alors peut-être qu'au Maroc, en Algérie, ils sont cachés. Non, ils sont peut-être cachés, mais on est plus doués. Ils en ont un grand nombre en tout cas. Voilà. Alors, qui veut... Je ne sais pas s'il y a un micro ou si je le fais passer. Ah ben voilà, il arrive. Donc, si possible, comme on a une petite demi-heure, après, il pourra signer les livres, mais à partir de 2 heures. Mais si possible, des questions courtes et des réponses courtes. Voilà, merci. Je vais être court. Je voudrais savoir si le fait pour la Tunisie d'avoir comme voisin un pays qui ne va pas très bien, qui est l'Algérie, et un pays en pleine déliquescence, qui est la Libye, a un impact direct sur la vie politique tunisienne. Ça aide beaucoup. Oui, merci pour cette conférence. Je voudrais savoir quel est l'impact du pourcentage de franco-tunisiens ou de tuniso-français dans l'analyse que vous venez faire
sur les différents points que vous avez abordés? L'impact est quasiment égal à zéro. Je fais pas une analyse franco-tunisienne, je fais une analyse tunisienne. Et il y a beaucoup de franco-tunisiens ou de tuniso-français, je sais pas comment vous les appelez. Je crois pas qu'ils constituent une catégorie spéciale. Il y a des gens très différents chez eux, il y a des abrutis, des gens intelligents, des gens qui sont plus français que tunisiens et d'autres qui sont plus tunisiens que français. C'est pas une catégorie d'analyse, les franco-tunisiens. Autre question? Oui. Oui, bonjour. En fait, ma question va plus se tourner sur les forces montantes qui sont un peu absentes, j'ai envie de dire. Mais j'aimerais aussi corréler ça au manque la position qu'ont les études des sciences humaines en Tunisie, qui sont vraiment en second rang. J'ai l'impression que ce soit la sociologie, la science politique. Quand je vois l'ENA Tunis ou Sciences Po Tunis, en tant que franco-tunisien et étudiant, je pense, étudiant dans le monde entier, lorsqu'on entend Sciences Po Paris et l'ENA, il y a très peu d'institutions qui peuvent produire de meilleures élites politiques. Donc le fait que les sciences sociales sont vraiment classées en second rang en Tunisie, est-ce que forcément ça n'a pas un effet au final sur cette élite politique qui manque et qui a du mal à monter? Parce que les étudiants vont forcément finir par faire partie de cette élite dirigeante. Donc, ok, en Tunisie c'est souvent les sciences dures, les médecins, les excellentes facs de médecine à Monastir, à Sousse, ou les facs d'architecture de Carthage. Là, vraiment, on est sur du dur. Mais les sciences sociales, au final, est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y a un lien, par exemple, mai 68 en France C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et je vais vous parler de ma propre expérience personnelle. Après l'indépendance, en 1956, en Tunisie, et pendant pratiquement 15 ans, au niveau de l'enseignement supérieur, les Français n'ont pas laissé grand-chose. Donc ça s'est fait après l'indépendance. Il y avait comme établissement d'enseignement supérieur à Tunis, avant 1956, avant l'indépendance, simplement une école préparatoire aux études d'avocat. Un truc post-bac, 2 ans. Bon. Donc ça s'est fait pour l'essentiel dans les années 60. Et ça s'est fait avec des standards de grande exigence. Et pendant 10 ans, l'université de Tunis a dispensé un enseignement de qualité, y compris dans les sciences humaines. Et bon, en France, vous avez eu mai 68. Nous, on vous a précédé de 2 mois, parce que nous, c'était mars. Et en mars, en Tunisie, on va connaître en mars 68 des arrestations massives dans les milieux étudiants. La conséquence immédiate, c'est au début des réunions du gouvernement tunisien de l'époque, qui voulait supprimer l'enseignement de la sociologie. Parce qu'il s'était rendu compte que beaucoup d'activistes, c'est le mot à la mode maintenant, du mouvement étudiant, étaient inscrits en sociologie. Ensuite, ils ont dit non, enlever la sociologie, c'est très gros, donc on va modifier les programmes. Et on a eu comme ça une évolution qui a duré tout au long de cette partie du règne de Bourguiba, parce que Bourguiba est présenté comme une espèce d'homme éclairé, etc., etc., ce qu'il a peut-être été quand il était très jeune. Donc, à partir de 68, l'enseignement de la sociologie, de la philo, je ne parle même pas de sciences politiques parce que ça n'a quasiment jamais existé, même si on avait
une faculté des sciences politiques, on avait une faculté de droit, des sciences politiques et économiques, ou des sciences juridiques, politiques, économiques, je sais pas, là où j'ai fait mes classes. Il n'y a jamais eu de sciences politiques. Donc, philosophie, sociologie, l'histoire, ils se sont même attaqués à la psycho, tout ce qui pouvait éveiller le savoir, pas simplement le sens critique, mais à la limite le savoir. Tout ça a été démoli petit à petit, pas partout à la même vitesse, mais c'est un mouvement qui a commencé assez vite. Et puis on a eu ensuite les 23 années de dictature de Ben Ali. Et là, il y a un nouveau phénomène, c'est la démolition de l'enseignement public au profit de l'enseignement privé, y compris au niveau du supérieur. Et aujourd'hui, pour dire ça de façon très brutale, l'école publique tunisienne n'est plus en état de produire des élites, ni nouvelles ni anciennes. Notre système public produit ce qu'un de nos vieux chercheurs a appelé à un certain moment une élite bi-analphabète et bilingue, bi-analphabète, biculturée, etc., etc. Deux questions devant. Oui, je vous remercie pour cette conférence. Est-ce que vous imaginez pas dans les forces montantes des forces que nous, dans notre sociologie politique, on appelle de gauche? Parce que l'UGTT quand même est toujours une force. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à ça? Et peut-être la deuxième, tant qu'on y est, comme ça, sera fait. Oui, je vous remercie. Les questions que je vous pose, la première d'abord concernant le rôle des femmes intellectuelles, avocates, universitaires, etc., qui est quand même, leur rôle me paraît remarquable, point de vue courage, aller jusqu'à exiger l'égalité dans l'héritage. En France, ça paraît évident. Mais vous imaginez ce courage qui a valu à la Tunisie l'excommunication, je dis bien excommunication, de la part de ce centre rétrograde qui s'appelle l'université d'Al-Azhar. C'est la première question. Deuxième question, l'analyse que je partage, que vous faites sur l'enseignement de la Tunisie, la destruction des disciplines qui incitent à la réflexion, à l'esprit critique, n'est pas une spécialité tunisienne, je parle sous l'autorité de M. Vermeren. Le Maroc a commencé, je crois, à peu près à la même époque. Et pour le Maroc, le résultat est excellent, vraiment l'excellent. On assiste aujourd'hui je dis bien le terme, la wahhabisation d'une très grande partie de la société marocaine. Et je passe sous votre autorité. Alors, l'UGTT, peut-être, on commence. La gauche. T'es très sollicité. Oui, alors je sais pas quelle impression j'ai pu faire sur vous, madame, mais je suis un homme de gauche. Vous n'avez jamais prononcé le mot en une heure. Oui, parce que Gauche n'existe pas. non, il n'existe pas. Je n'en ai pas parlé, mais là, je vais peut-être vous renvoyer à vos classiques. Ce qui manque à la Tunisie, c'est une vraie force de gauche. On a des petits groupes de gauche qui sont recroquevillés sur les anciennes des années 50 et 70. Ils veulent tout nationaliser, tout machin. Bon.
pour qui l'ennemi c'est l'Occident, etc., etc., et qui dénoncent l'Europe, les traités de libre-échange, etc., etc., mais qui n'ont aucune prise réelle sur le pays, sur le besoin des gens et sur l'action politique telle qu'elle se mène. Donc, on a plein de groupes. On peut considérer que l'UGTT est de gauche, en faisant beaucoup d'efforts. L'UGTT est un syndicat, à l'origine, c'est une création du Destour, le parti de Bourguiba, qui était tout ce qu'on veut, sauf de gauche. Mais on peut, c'est le mouvement social. C'est le mouvement social. Objectivement, on peut dire, bon. Alors, en quoi je vous renvoie à vos classiques? En Tunisie, on n'a pas un combat classe contre classe. En Tunisie, on a un combat national. Et l'honneur de la gauche dans ce combat national, c'est de se fondre dans ce combat national et, dans la mesure du possible, de le diriger, ce combat national. Et donc, moi, quand je parle de mon pays, je parle des questions nationales qui concernent mon pays. Je ne suis pas ici comme représentant de la classe ouvrière, du prolétariat international. On est dans un moment historique de révolution démocratique nationale. On n'est pas dans un moment de révolution socialiste. Et je pense que dans ce genre de contexte, quand je parle de la dimension nationale, démocratique et nationale de notre combat, là où la gauche apparaît, là où la pensée de gauche apparaît, c'est que mes conceptions nationales et démocratiques sont des conceptions radicales. Radicales. Je veux une vraie démocratie, je veux une vraie indépendance de mon pays. Vous ne trouverez ça qu'à gauche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais moi, j'ai peut-être un défaut, là, c'est personnel. Pour moi, il y a des choses évidentes et je n'aime pas beaucoup répéter les choses évidentes. Donc, je ne vais pas vous faire dire je suis de gauche, je suis de gauche, je suis de gauche. L'essentiel, c'est quelle est la nature des positions, des analyses que chacun peut développer. Pas les étiquettes que chacun met en avant. Pour ce qui concerne le Maroc, non, mais de toute façon, avec son aval ou pas, c'est pas nos systèmes d'enseignement ont été massacrés et c'est pratiquement partout la même évolution. Bien sûr, il y a le wahhabisme à travers essentiellement les mosquées et le fric des mosquées et le fric qui va avec les mosquées. Mais ça, c'est les mosquées, c'est pas tellement l'école. L'école, il y a, en dehors du fait qu'au début, nos dirigeants, juste tout de suite après les indépendances, partout, ils étaient un peu, on va dire, euphoriques, donc ils pensaient qu'ils pouvaient former une jeunesse critique, etc., et qu'ils allaient pouvoir assumer ça, et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas, donc tout ce qui pouvait les menacer, et une jeunesse instruite et dotée d'esprit critique, c'était une menace essentielle. Donc ils se sont arrangés pour que ce danger-là cesse, et puis il y a eu, avec les évolutions et les choix économiques successifs, il y a eu petit à petit un abandon de l'école publique, mais pas que de l'école publique, de la santé publique, du transport public, du logement public, etc., de tout ce qui était public. Donc, un abandon, un développement de structures privées très souvent parasitaires,
Et le tout, c'est une espèce de clochardisation générale. Et en particulier, depuis qu'on est soi-disant entré en mondialisation dans les années 90, la clochardisation est devenue universelle. C'est un des combats à mener. C'est un des combats à mener et c'est un combat essentiel pour l'avenir. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut d'abord changer les choses au niveau de la tête des gens. Il faut d'abord changer les choses au niveau de la réalité matérielle que vivent les gens. Et donc, le combat est essentiellement un combat économique. J'ai peut-être pas dit le mot gauche depuis 1h30, mais j'ai surtout pas parlé des grandes difficultés économiques chez nous et dans le Maghreb et des solutions que nous proposons pour en sortir. Mais ça se fera peut-être une autre fois On en fera d'autres. ou dans une autre vie. La première question, c'était? La première question portait sur l'action de ces femmes. Ah oui, voilà, les femmes. Voilà. Oui, oui, oui. Il faut saluer quand même. Ça a valu, comme je l'ai dit tout à Oui, l'heure, oui, une oui. communication. Et j'ai oublié de parler des femmes. Quel scandale. Très grave ton cas. Oh là là, oh là là, oh là là. La gauche, j'ai pas parlé de gauche et j'ai pas parlé de femmes. C'est le comble. Hein? Nos femmes en Tunisie sont admirables. Oui, elles sont admirables. Elles sont admirables parce que elles sont tunisiennes. Je m'amuse. Là-dedans, il y a sans doute le fait que avec les nouvelles législations introduites en Tunisie tout de suite après 56, le code du statut personnel, la scolarisation des filles, etc., tout ça fait que des choses positives, pas que positives, mais des choses fondamentalement positives se sont développées chez nous. Et puis là, les femmes, très souvent quand on parle des femmes dans le monde arabe, on pense à des victimes. La réalité pour les gens qui vivent sur place, on a des femmes très combatives et très déterminées. Et je crois maintenant, juste un mot, l'histoire de l'égalité dans l'héritage, c'est une espèce de tabou dans les pays arabes et musulmans. Et le fait que les femmes en Tunisie, mais pas que les femmes, même des hommes, hein, j'en fais partie, même les hommes, même quand on n'en parle pas, on peut participer. Hein. Donc, le fait que cette question soit devenue une question centrale, non, centrale peut-être pas. Non, mais ça va faire l'objet d'un projet de loi. Ça va faire l'objet d'un projet de loi. C'est une avancée, même si ça ne se réalise pas tout de suite. C'est une avancée, parce que c'est une avancée considérable. Pourquoi? Parce qu'à partir, s'il y a des Algériens dans la salle, Kateb Yassine a écrit une pièce de théâtre, l'aube dissout les monstres, hein, la lumière dissout les monstres. Hein, on peut faire des cauchemars quand il fait noir, mais quand on allume la lumière, ça va beaucoup mieux tout de suite. Le fait que ce tabou-là ait été brisé, eh bien c'est fini, c'est fini. Il est condamné à mort, non seulement en Tunisie, mais même en Égypte. En Égypte, où il y a l'Azhar, il y a des gens qui sont intervenus dans les télés en disant il faut qu'on fasse comme les Tunisiens. Donc, à partir du moment où c'est cassé, ça veut dire qu'on est entré dans un moment historique où ça va disparaître. Ce moment historique peut durer 50 ans, mais il va disparaître.
l'inégalité dans l'héritage, parce que par ailleurs on a un système très égalitaire, c'est tous les fils à part égale. Vous n'avez pas ça par exemple dans les lois sur l'héritage en Grande-Bretagne, où le père peut voilà, et il peut donner ça à un gamin qui lui plaît et déshériter tous les autres. Donc la question de l'égalité réelle, c'est-à-dire étendue aux femmes, je suis prêt à prendre le pari avec vous, eh bien, c'est quelque chose qui va voir le jour, peut-être pas à mon niveau à moi, ni peut-être au vôtre, étant donné notre âge, mais c'est inévitablement inscrit dans un temps historique relativement court. Les premiers pas sont les plus difficiles. Une fois que le tabou est cassé, on peut commencer à en parler. Une fois qu'on peut commencer à en parler, là, c'est l'histoire de Katib Yassine, l'aube dissout les monstres. Une fois qu'on commence à en parler, c'est fini, c'est plus un tabou, et quand c'est plus un tabou, ça disparaît. C'est un truc complètement absurde, complètement absurde. C'est vrai que tu n'as pas répondu à la question sur la Libye et l'Algérie, qui n'est pas... Il y a eu une question. Il y a une question sur les actes. Tu as dit ça aide la décomposition. Non, alors attendez, c'est court, mais juste un, oui, je sais. Mais c'était ma réponse. Juste un mot pour vous dire que ce livre donc est en vente, qu'on a fait un effort. Je suis pas marchand de tapis, mais marchand de livres. On a fait un effort très important parce qu'il est petit. Il est petit, c'est un choix. On a voulu en faire un livre de poche pour que les étudiants puissent l'acheter, n'est-ce pas? Alors, il vaut 19 €. C'est un gros livre publié en Tunisie. On l'a réduit. Alors, il est écrit malheureusement peut-être un peu petit, ce qui est une contrainte matérielle quand on fait un livre de poche. Mais c'est la raison de sa taille. C'est pas la raison c'est pas une question de sa valeur évidemment. Quand même cette question malgré tout des voisins turbulents, disons, et notamment de la Libye. On sait très bien que ça a eu un impact considérable avec la présence de presque 1 million de Libyens dans le sud pendant un certain temps. Le fait que la Libye a été un déversoir de djihadistes tunisiens avec des interactions très dangereuses. Le fait qu'il ait fallu fermer la frontière. Le fait que la Libye a fait ses courses pendant des années en Tunisie et que c'était vraiment un sas d'entrée et d'aération de l'économie tunisienne. Voilà, c'est quand même une contrainte sur laquelle vous n'avez pas beaucoup de pouvoir, mais comment on peut l'analyser finalement au regard du processus tunisien? Est-ce que finalement ça a un impact économique, c'est évident, mais politique? Est-ce que c'est perçu comme une menace, voire comme une menace mortelle? Juste quelques mots peut-être là-dessus. Parce que l'Algérie, par ailleurs, elle n'a pas intérêt à ce que la situation se dégrade trop en Tunisie. On sait que l'armée intervient en soutien. Bon, mais la Libye me paraît plus importante. Je ne sais pas si faut en dire quelque chose. Écoute, il m'a posé la question, je lui ai dit ça aide beaucoup. Bon, je pensais que c'était clair. Bon, écoutez, on a combien? À peu près 1500 kilomètres de frontières communes avec l'Algérie. L'Algérie se débat dans une crise politique très grave, avec le Boutef qui ne veut pas partir, il n'y a pas de solution de rechange, c'est une situation très tendue, il y a des problèmes sociaux importants en Algérie. D'une certaine manière, il verrouille notre frontière sur le plan sécuritaire, donc ça nous aide. Et puis ils sont experts en la matière, hein, de lutte contre le terrorisme en Algérie, donc ça aide, ça aide. Mais ma crainte et celle de beaucoup de Tunisiens, c'est que l'espèce de transit de fin de règne qui existe aujourd'hui en Algérie, si ça se termine mal, ça va être terrible.
sur la Tunisie, parce que c'est pour le moment un élément qui stabilise nos frontières à l'ouest. Au sud, les frontières avec la Libye, 600 km de frontières désertiques, plates. Le truc de l'espèce de mur hein, à la Trump qu'on a voulu, c'est une grosse rigolade qui a servi à remplir les poches d'un certain nombre de petits voyous placés en haut. C'est une espèce de fossé, ils ont pris le sable et ils l'ont mis du côté libyen du fossé. Les trafiquants qui font le va-et-vient sans arrêt, quand ils voient ça, ils rigolent. Voilà. Donc c'est ça c'est ça ce qu'on a. Alors, il y a avec la Libye, c'est très contradictoire. D'abord, on leur a expédié des djihadistes. Ils n'ont pas beaucoup aimé ça. Mais eux, de leur côté, ils nous ont, en très peu de temps, pratiquement, le tiers de la population libyenne s'est installé en Tunisie. Alors là, on leur envoie des djihadistes, ils nous envoient des consommateurs, c'est bien. Mais dans le tas, il y avait beaucoup d'anciens de Gaddafi. Et il y avait beaucoup de trafic d'armes. Il y avait beaucoup de trafic de devises. Bref, c'était pas que du positif à 100%. Dans la mesure où, jusqu'à présent, il n'y a aucune stabilité, puisqu'on a eu des combats jusqu'à il y a quelques jours à Tripoli, il n'y a pas d'échange économique possible avec la Libye. C'est un handicap parce que cet échange avec la Libye, ça a été une des soupapes du pays pendant des dizaines d'années. Donc on n'a plus ça. Et puis si en fait le cauchemar des Tunisiens, c'est que ça s'arrange pas à Libye et que ça dégénère en Algérie. Et avec notre situation à nous qui est très brillante, hein, on risque de faire un trio d'enfer. Voilà. Voilà. Je crois qu'on va en rester là. Merci infiniment.